Les guerres non déclarées sont monnaie courante. Tragiquement, notre gouvernement mène des guerres préventives, autrement dit des agressions, sans que le peuple américain ne s'en plaigne. Hélas, nous nous sommes habitués à vivre avec l'usage illégitime de la force par le gouvernement. Pour bâtir une société véritablement libre, il faut comprendre la question de l'initiation de la force et la rejeter. Et si parfois, pour aimer son pays, il fallait modifier ou abolir le gouvernement? Et si Jefferson avait raison? Et si le meilleur gouvernement était celui qui gouverne le moins? Et s'il était dangereux d'avoir raison quand le gouvernement a tort? Et s'il valait mieux périr en combattant pour la liberté que vivre en esclave? Et si l'heure la plus dangereuse pour la liberté, c'était maintenant? Bonjour à tous. Ici le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Nous sommes aujourd'hui jeudi 30 juillet 2026. Max Blumenthal nous rejoint maintenant. Max, je veux bien sûr parler avec vous de votre action en justice contre le département de la sécurité intérieure concernant votre détention illégale à l'aéroport de Dulles. Mais avant d'en venir là, quelques questions sur le Premier ministre Netanyahou. Vous avez qualifié son plus récent voyage à Washington, qui a coïncidé avec les funérailles du sénateur Lindsey Graham. Je ne sais pas s'il était là principalement pour les funérailles ou principalement pour parler à Trump, mais je vous le demanderai dans un instant. Pourquoi qualifiez-vous de désespéré le plus récent voyage de Netanyahou, il y a 2 jours? Eh bien, depuis que j'ai livré mon analyse lundi dernier sur The Grey Zone, à propos du 8e voyage de Netanyahou à Washington pour rencontrer quelqu'un qu'il traite comme son employé, le président Donald Trump, depuis le retour de Trump au pouvoir pour un second mandat, de nouvelles révélations ou fuites émanent de l'administration Trump. Trump serait exaspéré par la situation de la guerre. Il veut trouver une porte de sortie, mais il n'y arrive pas. Il se sent piégé. Il n'a plus aucune idée de ce que cette guerre cherche à accomplir. Le public américain non plus. Les 2 tiers des Américains sont fermement opposés à cette guerre. La guerre a échoué. Les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis sont désormais à leur plus bas niveau depuis 1983. Mais il s'agit en réalité d'une crise sans précédent. Et c'est en grande partie la faute de Donald Trump pour avoir suivi les instructions de Netanyahou en février dernier. Trump est donc contraint de se confronter à cette réalité, alors que Netanyahou revient. Et il est désormais très clair pour tous ceux qui ne sont ni des sionistes likoudniques idéologiques, ni à la solde d'Israël, que les États-Unis et Israël ont des intérêts très différents et des objectifs très différents en Iran. L'objectif de Trump aujourd'hui est de revenir au statu quo d'avant le 28 février, quand le détroit d'Ormuz était ouvert. Et il en est incapable. Le président des chefs d'état-major interarmées, Dan Kane, a essentiellement déclaré qu'il n'existe aucun moyen militaire pour les États-Unis de rouvrir le détroit d'Ormuz par la force. Les négociateurs iraniens ont conclu qu'il n'y avait aucun moyen de négocier avec un gouvernement perfide comme celui de Trump, si fermement sous le contrôle des Israéliens. Donald Trump mène donc des bombardements et diverses frappes sans rien obtenir. Et Netanyahou a un objectif complètement différent de celui de Trump. L'objectif de Trump semble être de continuer à bombarder jusqu'à ce qu'un accord lui permette de s'en sortir. Et ça n'arrivera pas. Il est coincé. L'objectif de Netanyahou, c'est de maintenir les États-Unis impliqués et engagés dans cette guerre, d'une manière ou d'une autre. Parce que l'objectif israélien, c'est la destruction de l'État iranien, pas seulement de la République islamique, mais de l'organisation même de l'Iran, ce qui entraînerait des millions de migrants. Mais bien sûr, ils iraient en Europe, ce qui mènerait à la ruine économique.
nous nous dirigeons déjà vers la ruine économique. Et Israël est pratiquement le seul pays de la planète qui n'en ressentirait pas les effets. C'est ce qui guide cet agenda. Netanyahou est donc désespéré à l'idée de garder Trump impliqué. Et la fenêtre de temps se referme à mesure qu'on approche des élections de mi-mandat. Wow. Les tueries se poursuivent-elles toujours à Gaza? Les tueries et les vols de terre se poursuivent-ils toujours en Cisjordanie? L'armée israélienne continue-t-elle de tuer des gens dans le sud du Liban? Et si oui, pourquoi rien de tout cela ne trouve d'écho dans les médias occidentaux? Eh bien, les tueries à Gaza continuent chaque jour. Hier, Israël a bombardé une mosquée avec des bombes de 225 kilos. C'était l'une des plus de 1000 mosquées qui ont été totalement ou partiellement détruites à Gaza. Dans toute la bande de Gaza, seuls environ 20 n'ont pas été partiellement détruites. Ils ont massacré une famille dans des tentes. Ils ont bombardé un immeuble résidentiel. Les tueries se poursuivent jour après jour. Et, sur le terrain à Gaza, il existe un réseau que les habitants appellent de manière informelle le réseau Avichai Adrae, en référence au porte-parole arabophone de l'armée israélienne. Il s'appuie sur divers collaborateurs soutenus par le Mossad ou le Shin Bet pour fournir des cibles et désigner certaines personnes en vue de leur assassinat et de leur mise à mort. Cela entraîne des violences atroces, tandis qu'Israël construit des talus de sable qui forment, de fait, un nouveau mur d'apartheid et qui ont saisi près de 60% du territoire de Gaza, au-delà de la ligne jaune qui ne cesse d'avancer. Ainsi, les habitants de Gaza, une population de plus d'1 million à 1,5 million de personnes, ont été poussés dans une prison à ciel ouvert, 60% plus petite qu'avant, et qui est devenue de fait une zone de mise à mort après un soi-disant cessez-le-feu, autorisé l'an dernier par ce qu'on appelle le Conseil de la paix. Et le Conseil de la paix n'a rien fait pour faire respecter le cessez-le-feu, parce que ce Conseil n'était tout simplement qu'un instrument de recolonisation israélienne de Gaza. Des colons israéliens ont marché vers la bande de Gaza et à l'intérieur de celle-ci, déclarant leur intention, avec le soutien apparent de ce gouvernement israélien dirigé par les colons, de construire de nouvelles colonies dans ce territoire volé, soumis à un nettoyage ethnique. Pourquoi Trump est-il soudainement silencieux, Max, sur Gaza, la Cisjordanie et le Liban? Il y a quelques semaines, il employait soi-disant des grossièretés pour tenter en vain de contraindre Netanyahou à changer de position sur ces questions. Mais, ces 3 dernières semaines, on ne l'a pas entendu dire un mot sur aucun de ces 3 points chauds. Eh bien, ils ne sont pas dans le radar des médias. Donald Trump a promis un cessez-le-feu uniquement parce qu'il voulait faire basculer le Michigan. Et à la dernière minute, il a fait ce déplacement à Dearborn avec Tom Barrack et d'autres intermédiaires arabes de sa mafia. Tandis que Kamala Harris, elle, fuyait pratiquement à toutes jambes l'électorat arabo-américain qui soutenait les démocrates depuis, disons, 2000 ou 2004. Puis, une fois qu'il a fait ça, il a obtenu un bref cessez-le-feu avant de mettre fin à toute pression sur Israël, parce que Jared Kushner et Steve Witkoff ont pris les commandes. Et les gens à Gaza ont commencé à parler de massacre Witkoff. Chaque massacre qui avait lieu pendant le cessez-le-feu, ils ont commencé à l'appeler un massacre Witkoff. En Cisjordanie, l'administration Trump et les alliés républicains au Congrès ont officiellement déclaré, dans une résolution du Congrès, que la Cisjordanie était la Judée-Samarie. Ils ne reconnaissent même pas la Cisjordanie comme un territoire occupé. Mike Huckabee est l'ambassadeur. C'est en gros un ambassadeur réciproque ou complémentaire de ce gouvernement israélien de colons. Et le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, vient de déclarer qu'Israël ne reconnaîtra plus le terrorisme des colons comme tel.
Seuls les Palestiniens peuvent commettre du terrorisme, au regard de la loi de la soi-disant administration civile, qui est en réalité l'occupation militaire. Donc il déclare fermement, fièrement, qu'Israël est un État d'apartheid. Et puis, si des colons sortent pour poignarder des Palestiniens, leur tirer dessus pour le plaisir, massacrer leurs troupeaux de moutons, ce n'est pas du terrorisme. C'est peut-être de la légitime défense. Seuls les Arabes peuvent commettre des actes de terrorisme. Et enfin, le Shin Bet, sous Netanyahou, est revenu sur une décision d'interdire un parti fasciste dirigé par quelqu'un nommé Baruch Ben Yosef. C'est l'assassin d'un citoyen américain, Alex Odeh, qui était directeur régional pour l'Ouest de l'American Arab Anti-Discrimination Committee. Il l'a tué dans un attentat à la bombe, je crois, en 1984, dans le comté d'Orange. Il a fui en Israël. On lui a accordé une immunité totale contre les poursuites. Et maintenant, il peut diriger un parti politique. Et c'est le mentor du ministre israélien de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir, qui est de fait responsable des forces de police israéliennes. Or, elles ne font rien pour combattre une vague de violence mafieuse dans les villes israéliennes, ainsi que la petite délinquance dans les communautés arabes d'Israël. Donc voilà, je veux dire, Israël est allé tellement loin à ce stade, et Donald Trump leur a donné tout ce qu'ils voulaient. La troisième personnalité du ministère de la Justice de Trump a-t-elle récemment approuvé ce qui a été dit dans une émission de Fox sur le fait de massacrer des Palestiniens? Oui. Sid Rosenberg, je ne sais pas si vous le connaissez. Je connais bien Sid. Que pensez-vous de lui? C'est un sioniste ardent, fanatique. Je veux dire, on ne trouve pas de mots assez forts pour le décrire. Oui, enfin, en plus de ressembler à un hot dog laissé trop longtemps sur le grill d'une station-service, c'est un sioniste fanatique qui, je crois, a perdu pas mal de boulot d'animateur provocateur, mais qui, d'une façon ou d'une autre, a été réadmis dans le débat. Il mène toute cette campagne visant à présenter le maire élu de New York, Zohran Mamdani, comme un djihadiste qui ne devrait pas être autorisé à se rendre à Ground Zero lors des commémorations du 11 septembre. Fait intéressant, Benjamin Netanyahu, qui a déclaré ouvertement dans un discours, je crois à Herzliya en 2012, que le 11 septembre avait été une bonne chose pour Israël, lui serait autorisé à s'y rendre par Sid Rosenberg. Mais Rosenberg était invité sur Fox and Friends, l'émission matinale de Fox. Il a qualifié Mamdani de terroriste et de djihadiste, qui n'aurait peut-être même pas dû être élu. Et il a dit, « Nous devons trouver un moyen de nous débarrasser de lui, d'une manière ou d'une autre. » Pour moi, ça ressemble à de l'incitation. Et Harmeet Dillon, qui est la troisième responsable du ministère de la Justice, chargée de la division des droits civiques, laquelle a été essentiellement utilisée comme une division de la suprématie juive et a abandonné toute sa mission traditionnelle en matière de droits civiques, a approuvé ses propos et a dit « Sid sait ». Sur Twitter, les animateurs de Fox eux-mêmes étaient visiblement déstabilisés par les propos de Sid Rosenberg. Et l'un d'eux a dit « En réalité, vous allez un peu trop loin ». Mais le numéro 3 du ministère de la Justice de Trump a approuvé cet appel à l'incitation à la violence. Et qui est Harmeet Dillon? Par l'intermédiaire de son cabinet, Dillon Law Firm, qui je crois est désormais dirigé par son frère, elle a représenté un agent étranger israélien enregistré au niveau fédéral, connu sous le nom de Show Faith by Works. Celui-ci a reçu un contrat de 3,2 millions de dollars du ministère israélien des Affaires étrangères pour mettre en place un géorepérage autour des églises évangéliques aux États-Unis, soumettant toute personne qui entre sur leur terrain à de la propagande israélienne, et pour rémunérer des influenceurs évangéliques aux États-Unis afin qu'ils diffusent de la propagande israélienne.
Toute cette administration est donc tout simplement infestée d'agents israéliens de facto. Et je dois préciser que le chef du CENTCOM, Brad Cooper, mène désormais une campagne de 2 semaines d'escalade et de bombardement en Iran, et qu'il conseille Mark Dubowitz, de la Fondation pour la défense des démocraties, qui est le principal groupe de réflexion d'Israël à Washington. Cette organisation avait été créée à l'origine sous le nom d'EMET, afin d'améliorer l'image d'Israël en Amérique du Nord, selon ses documents fondateurs. Nous sommes donc dans une phase très dangereuse, où Israël mobilise tous ses agents aux États-Unis pour inciter à la violence contre le maire de New York et pour exercer la violence contre l'Iran dans une guerre qui échoue. Je ne passe pas souvent d'extraits avec vous parce que votre analyse est si précieuse et que nous avons si peu de temps. Mais je dois passer Sid Rosenberg. Oui, c'est ça. Il faut le voir pour le croire. Exact. Chris, extrait numéro 1. Il est inévitable que le président Trump doit faire ce qu'il ne veut pas faire, c'est-à-dire lancer là-bas cette offensive massive et totale. Il n'y a pas d'autre moyen d'arrêter ça. Il n'y a pas d'autre moyen d'en finir. Une fois qu'on a commencé, Midnight Hammer, c'était formidable. Epic Fury, c'était formidable. Une fois qu'on commence, il faut aller jusqu'au bout. Et la seule issue, c'est la reddition totale des Iraniens. Je déteste le dire. Mais une annihilation complète. Écoutez, nous avons l'armée de terre. Nous avons les marines pour une raison. Ils ne sont pas là pour vous serrer la main à l'aéroport, Rachel, d'accord? Ils sont là pour une raison. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas de conscription dans ce pays. Donc, ces hommes et ces femmes courageux savent exactement à quoi ils s'engagent. C'est la guerre. Nous ne voulons voir personne mourir. Mais c'est la guerre. Une guerre qui a commencé il y a 47 ans et que ce sont eux qui ont commencé. Alors oui, je sais que la position morale, c'est de dire « Je ne veux pas que nos enfants meurent ». Je ressens la même chose. Mais il faut qu'on gagne. Maintenant, on peut peut-être gagner sans déployer de troupes au sol. Peut-être. Je sais pas. Je ne suis pas Jack Keane. Je n'ai pas ce genre d'informations. Si on peut le faire, très bien. Mais si à un moment donné, il faut déployer des troupes au sol pour gagner cette guerre, c'est pour ça qu'ils se sont engagés. Pour se battre pour ce pays. Pour se battre pour le président Trump. Et pour débarrasser le monde d'animaux maléfiques comme le régime iranien. Si vous laissez les gardiens de la révolution au pouvoir, on aura les mêmes problèmes dans 5 ans, dans 10 ans, quand le grand président Trump, excusez-moi, ne sera plus là. Donc à ce stade, on n'a pas d'autre choix que d'y aller. Et oui, un changement de régime, je sais, ce sont 2 gros mots. Ça fait partie, au bout du compte, de la victoire dans cette guerre. Sachez que des soldats, des marins et des marines se sont engagés pour combattre pour le président Trump. Battez-vous pour le président Trump. Je veux dire, en réalité, il veut se battre pour Israël. Ce sont les mêmes éléments de langage qu'on voit utilisés par les mêmes personnages qui ont entraîné Trump dans cette guerre au nom de Netanyahou. On parle de... C'est ça. Les 3 Mark, Mark Thiessen, Mark Dubowitz et Levin. Mark Levin, bien sûr. Ils finissent tous par se fondre en une seule masse de Likudnik. Et puis il y a Ben Shapiro, qui a dit pratiquement exactement la même chose, qui a repris exactement les mêmes éléments de langage que Sid Rosenberg, et qui a dit « Vous savez qu'il est acceptable que nous perdions des soldats. Nous allons perdre des soldats dans cette guerre. » Malheureusement pour ces soldats, Trump les a retirés de la liste des soldats ou membres des forces armées qui ont perdu la vie dans cette guerre, parce que soi-disant, ils ont été tués pendant un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu durant lequel les États-Unis intensifiaient leurs opérations et attaquaient l'Iran. Donc ils sont morts pour Israël. Il n'y a que des agents d'Israël comme Sid Rosenberg qui poussent ces éléments de langage. Presque personne d'autre ne le fait. Et certainement pas les membres du public américain.
Où en est votre procédure judiciaire? Vous avez été illégalement détenu par le ministère de la Sécurité intérieure à l'aéroport de Dulles. Vos appareils numériques vous ont été illégalement saisis. Le gouvernement l'a reconnu en vous les restituant dans les 24 ou 48 heures. Vous avez d'excellents avocats spécialisés dans les libertés publiques qui mettent le gouvernement face à ses responsabilités. Je crois que vous avez comparu devant la juge Léonie Brinkma, soit hier, soit avant-hier. Où en est la procédure? Le gouvernement a-t-il tenté, sans y parvenir, de faire rejeter l'affaire? Le gouvernement américain, et plus précisément l'administration Trump, sous la responsabilité du secrétaire à la sécurité intérieure, Mark Wayne Mullen, a essayé de faire rejeter mon affaire, sans y parvenir. Mon affaire, c'est une action en justice qui exigeait la restitution de mes téléphones, ainsi que de toutes les données et copies qui en avaient été extraites. J'ai récupéré les téléphones. Le gouvernement a présenté une déclaration sous serment affirmant qu'il n'avait pas réussi à accéder à mes téléphones par force brute, ce qu'il avait essayé de faire. Apparemment, les téléphones ont été retirés et envoyés dans une autre installation du DHS, spécialisée dans l'ouverture de téléphones par force brute. Ils affirment avoir échoué. Je suis presque certain qu'ils ont déjà menti auparavant. On ne peut pas les croire sur parole. Nous sommes donc allés devant les tribunaux. J'ai eu mon audience hier, devant le tribunal de district de l'Est, devant la juge fédérale Léonie Brinkma. Elle a déclaré que mes droits garantis par le 4e amendement avaient été violés. Lorsque le gouvernement a non seulement tenté une fouille basique, mais aussi une fouille approfondie de mes téléphones. Elle a reconnu que je suis journaliste. Elle a replacé cela dans le contexte du dangereux précédent créé par les assignations de Trump visant des journalistes du New York Times, qui avaient révélé diverses failles de sécurité et des dépassements de coûts dans le cadeau corrompu de 400 millions de dollars. Un avion de ligne Qatari offert à Trump pour devenir le Trump Force One. Et elle a refusé la demande du gouvernement de classer l'affaire comme étant devenue sans objet. Et elle nous a autorisé à mener une procédure limitée de collecte d'éléments de preuve. Et à ce moment-là, l'avocat du gouvernement a déclaré qu'il s'opposerait à toute tentative visant à déterminer pourquoi j'avais été soumis à ce contrôle secondaire et pourquoi mon téléphone avait été saisi. Et pour moi, c'est la partie la plus fascinante, parce que c'est vraiment le cœur de cette affaire. Je suis pris pour cible en raison de mes opinions politiques, des points de vue que j'ai exprimés en tant que journaliste, par des forces alignées sur Israël et proches de l'administration Trump. Et l'administration Trump a pris une décision politique qui n'avait rien à voir avec la sécurité nationale, en violant mes droits garantis par le 4e amendement. C'est aussi une affaire relevant du 1er amendement. L'affaire a donc avancé contre la volonté de l'administration Trump. Vous devrez peut-être ajouter une nouvelle défendresse à l'affaire, Laura Loomer, si elle a participé à la prise de décision qui a conduit le DHS à vous détenir illégalement. Eh bien, je ne sais pas ce que mes avocats me conseilleraient. Janine Yunus, du Comité américano-arabe contre la discrimination, me représente dans cette affaire. Et c'est une vraie, une authentique combattante de la liberté d'expression et une défenseuse des gens. Elle prend en charge beaucoup d'affaires comme celle-ci. Mais pour moi, il est très clair que Laura Loomer était, à mon avis, à l'origine de cette attaque répressive contre mes droits constitutionnels. Elle a demandé que je sois arrêté à ma descente d'avion par les marshals fédéraux américains, uniquement parce que j'ai couvert les funérailles en Iran et parce que j'exprime les opinions que je donne dans cette émission. Elle a demandé au FBI de perquisitionner mon domicile à 5 heures du matin. Elle a dit m'avoir signalé au secrétaire d'État, au département d'État, au FBI et au département du Trésor
Ce qui est assez ironique au vu de ce qu'elle fait en Ukraine. Oh là là, Max, merci beaucoup pour tout ça. Bonne chance pour la... Je ne pense pas que vous en ayez besoin, parce que la Constitution est clairement de votre côté, et vous avez un juge, grâce à Dieu, qui le reconnaît. Mais je vous suis profondément reconnaissant pour tout le temps que vous nous avez consacré. Je sais qu'il y a eu quelques changements de dernière minute dans le planning, mais merci d'avoir fait avec nous. Tous mes vœux, mon cher ami. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le juge. Oui, oui. Tout à l'heure, si vous nous regardez en direct, dans 2h15, à 14h, cet après-midi, Donald Trump reconnaît-il qu'il a perdu sa guerre? Le colonel Lawrence Wilkerson, avec le juge Napolitano, pour Judging Freedom.